Alors, ce lundi, les cours ont été perturbés sur l'ensemble du territoire ivoirien. Botro, Yamoussoukro, Saint-Fra, Lakota, un peu partout. Il n'y a pas eu cours, les élèves sont sortis manifester, parfois même pour déloger leurs camarades dans les écoles privées. Alors, Soro Djabiga, est-ce que vous avez pu faire un point, un suivi plus ou moins global de la situation à l'échelle nationale? Oui, chers confrères, de façon globale, nous pouvons dire que le mot d'ordre de grève a été respecté. À Sinematiali, à Saint-Fra, à Boto, dans les derniers Djouablin, où le mot d'ordre a été respecté, mais à 100%. Et c'est un peu déplorable parce qu'on a vu un peu la communication sur la page du ministère de la fonction publique, dans lequel la ministre disait qu'il faut donner la voie à la négociation. Je trouve cela un peu tardif. Il faut dire que le bras de fer entre les enseignants, les syndicalistes, disons, et le gouvernement est classique, mais il est révélateur d'un problème structurel. Parce qu'en Côte d'Ivoire, depuis un certain moment, sinon depuis longtemps, les enseignants revendiquent des droits qui sont malheureusement basiques. Quand je parle de droits basiques, je vais parler de la revalorisation salariale, de l'amélioration de leurs conditions de travail, l'amélioration de leurs conditions de vie. On devrait les écouter. Parce que nous avons l'impression que le gouvernement voulait faire un peu de bluff, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les enseignants ont en main un levier qui est important, le boycott des cours. Ça a une répercussion très grave sur l'éducation des enfants, sur la tenue du programme. Parce que quand on lance l'année scolaire, c'est près de 52 à 54 semaines. Mais quand on observe ce temps de pause-là, ça a aussi des incidences avec encore les examens régionaux et d'autres événements encore qui viennent encore perturber le programme en cours. C'est difficile. Voilà pourquoi il fallait aller à la négociation. Vous savez, il y a un adage qui dit « Je ne me bats pas contre toi, est mieux que lève-toi sur moi ». Nous avons entendu la ministre menacer, mais fermement, les grévistes. Elle a menacé pour dire qu'à partir du lundi, ceux qui ne sont pas au poste seront considérés comme démissionnaires. La ministre de la fonction publique, oui, Anne Loto. La ministre de la fonction publique. Elle a lancé cela. Aujourd'hui, on entend Anne Loto maintenant parler de négociation. Il fallait aller plutôt vers la négociation. Parce que nous sommes dans un pays de dialogue. C'est sur le dialogue que ce pays a été fondé. Donc, voilà. Jean-Richard Nguessan, en cours de journée, des retours en provenance des différentes localités nous ont clairement démontré que le mot d'ordre de grève a été suivi, en tout cas en grande partie, par l'ensemble du corps enseignant en Côte d'Ivoire. Peut-être pas vraiment dans le secteur du primaire, mais dans le secondaire, oui, les enseignants en majorité semblent avoir suivi les instructions données par les syndicats grévistes. À votre niveau, est-ce que vous avez l'impression que les efforts du gouvernement pour engager le dialogue avec une partie des syndicats n'ont pas vraiment fonctionné? Effectivement, je pense que c'est une situation assez déplorable. Avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir sur ce que Soro a dit à l'instant. Jamais le gouvernement n'a bluffé avec les syndicats, bien au contraire, il y a une volonté manifeste de négociation. On se rappelle que la première grève remonte à octobre 2024 et depuis cette grève, le gouvernement a décidé de mettre sur pied un comité de consultation. Et dans ce comité de consultation-là, on retrouve plusieurs ministères, le ministère du budget, plusieurs ministères sectoriels qui doivent réfléchir sur le mécanisme ou le processus pour aboutir à cette prime. C'est vrai que dans le déroulement, c'est vrai. Il semble avoir un problème au niveau de votre micro. La régie me signale qu'on ne vous perçoit pas forcément. Permettons donc à Soro de poursuivre le développement et on revient à vous tout de suite dans quelques instants. D'accord. Moi, je pense que pour parler de solutions, il faut que le gouvernement invite les instigateurs de cette grève-là à la table des négociations. Et c'est déplorable de constater aussi qu'un peu partout, on a vu aussi d'autres syndicalistes, comme la démocratie le commande, d'autres syndicalistes qui ont manifesté leurs réserves. Le samedi, il y a des enseignants qui se sont réunis pour manifester leur soutien au gouvernement et à la ministre de la fonction publique, à la ministre de l'enseignement de l'éducation nationale, en vue de préserver les cours et poursuivre les cours. Et l'un dans l'autre, on a vu finalement que les enseignants grévistes ont finalement eu un peu raison. Je pense qu'à l'avenir, pour pouvoir maintenir et préserver l'année scolaire, nous sommes déjà pratiquement à la moitié de l'année. Pour pouvoir éviter ce genre de situations-là, il faut privilégier le dialogue, il faut privilégier la négociation avec eux, afin vraiment d'aboutir à une bonne solution, une solution durable. Parce qu'on ne le dira pas assez, les enseignants de Côte d'Ivoire
sont des personnes clés dans le fonctionnement, l'épanouissement du pays. Aujourd'hui, c'est pratiquement la base, le socle de la Côte d'Ivoire. Toute personne aujourd'hui qui est épanouie, qui a un emploi ou qui est instruite, passe forcément par l'étape de l'enseignement. Et il faut vraiment les valoriser, il faut pouvoir les écouter. Alors, en attendant que le micro de Jean-Richard nous donne à nouveau un retour concluant, on va écouter le témoignage de cet enseignant depuis Yamoussoukro. Il est professeur de français dans un lycée de la capitale politique ivoirienne. Il nous donne donc le point qu'il a pu observer durant cette journée du lundi 7 avril sur le suivi de la grève des enseignants dans sa localité. Pour des raisons évidentes de discrétion, on a préféré donc lui garder l'anonymat. Nous ne dévoilerons donc pas son identité, mais on l'écoute sur ce qu'il dit. On aura l'occasion d'y revenir tout de suite, juste après. Je vous informe qu'ici à Yamoussoukro, la grève a bel et bien été suivie, puisque nous avons plusieurs lycées ici, dans lesquels les cours n'ont pas été faits. Je prends l'exemple du lycée Modèle 1, Yamoussoukro. Dans ce lycée, il n'y a pas de cours. Il n'y a que, je crois, 2 enseignants du FINESI, puisque nous sommes 107 enseignants au lycée Modèle 1. Il n'y a que 2 enseignants du FINESI, du syndicat non signature de grève, de la grève, qui sont allés faire cours. Eh bien, au lycée Mami Adjoua, il n'y a pas eu cours. Le lycée était fermé. Au lycée MIS 1, il n'y a pas eu cours. Le lycée était fermé. Au lycée MIS 2, idem. Et au collège Modèle Bad, bon, c'est le lycée maintenant, le lycée Modèle Bad, il n'y a pas eu cours. Il n'y a qu'un enseignant de là-bas qui a fait cours. Et arrivé au collège Modèle, un collège municipal. Et là encore, il n'y a pas eu cours, c'est fermé. Et donc, dans l'ensemble, la grève a été suivie ici à Yamoussoukro, au niveau du secondaire. Au niveau du primaire, le col Zahir était fermé. Il n'y a pas eu cours au Zahir. Il y a pas, bon, il y a Zahir 1, et puis il y a Zahir à Sopi, et puis il y a Zahir aussi au 220. Il n'y a pas eu de cours dans ces écoles-là. Donc, dans l'ensemble, que ce soit au primaire comme au secondaire, la grève a bel et bien été suivie ici à Yamoussoukro. Il y a quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que les gens font croire que la grève est politique alors qu'elle n'est pas politique. C'est une grève qui va nous permettre de régler nos problèmes sociaux. Puisque aujourd'hui là, que vous soyez enseignant, militant du PDCI, enseignant, militant du RHTP, enseignant, militant du PPACI, nous avons tous les mêmes problèmes. Nous avons des problèmes sérieux de finances. Et donc aujourd'hui là, cette grève ne tient pas compte des partis politiques. C'est une grève qui tient compte de notre statut social. Et donc c'est faux. Lorsque les gens nous disent que la grève là est politisée, eh ben, moi-même, j'ai des amis qui ont du RITP, qui font la grève. Vous comprenez un peu? Donc il faut comprendre que cette grève n'est pas politisée. C'est une grève qui va permettre de régler les problèmes financiers des enseignants. Parce que nous souffrons assez. Alors on vient donc d'entendre cet enseignant qui nous explique sa version des faits. Selon lui, la majorité des enseignants de Yamoussoukro n'a pas répondu aux exhortations du gouvernement d'aller au dialogue. Alors la plupart ont voulu donc suivre le mot d'ordre de grève lancé par les syndicats grévistes. À partir de là, il estime que ce n'est pas une question d'appartenance politique. Pour lui, cela transcende clairement les différentes obédiences politiques. Quels que soient les partis, dit-il, tous sont concernés par les mêmes revendications et besoins corporatistes. Jean-Richard Nguessan, quelle est votre lecture du témoignage de celui que l'on vient d'écouter? Moi, je pense que c'est une situation assez malheureuse. On aurait pu éviter cette situation si on s'engouffrait résolument dans la voie du dialogue. Fort malheureusement, il y a eu un dialogue de sourds entre le gouvernement et un groupe de grévistes. C'est fort dommage. Je disais d'entrée de propos que la première grève remontait à octobre 2024 et depuis cette grève, il y a eu une volonté du côté du ministère de la fonction publique, du gouvernement en général, de répondre favorablement à cette volonté des enseignants.
On sait que le corps enseignant est un corps assez important en Côte d'Ivoire. Sur les plus de 300 000 fonctionnaires, il y a plus de 150 000 enseignants, c'est énorme. Et on sait plus ou moins que c'est un corps qui donne beaucoup à la Côte d'Ivoire. On connaît leurs difficultés, on ne cesse de le ressasser. Mais force est de constater malheureusement que le comité d'experts mis en place a, pour ma part, un tant soit peu failli. Ce comité devait se réunir le 27 février, donner quelques résolutions. Ce groupe de grévistes estime que, comme le disait Soro à l'instant, le gouvernement ne joue pas franc jeu. On approche de la fin d'année. On connaît plus ou moins la date, le calendrier des examens de fin d'année. On sait que le 19 mai prochain, c'est le CEP. Ensuite, on passera au BPC fin mai, ensuite au baccalauréat. Et les enseignants estiment, les syndicalistes estiment qu'il n'y a pas d'avancée notable. Je pense qu'au lieu de ce bras de fer, la ministre Anne Oloto aurait pu, d'entrée de jeu, ouvrir la voie de la négociation. Fort malheureusement, elle a décidé d'être assez forte, assez dure dans ce communiqué. Et puis, assez malheureusement, aujourd'hui, on observe que ce soit à Yamoussoukro, j'ai eu des informations, que ce soit au lycée municipal de Koumassi, dans bien d'autres lycées, eh bien, on a regardé avec un pincement au cœur le débrayage des enseignants. Il y a une réalité qu'il ne faut pas omettre. On apprend de sources gouvernementales que si l'État devait s'atteler à satisfaire les demandes de ces enseignants en termes de paiement de primes d'incitation, on ne serait pas loin de la bagatelle de 400 milliards de francs CFA, sinon 440 milliards de francs CFA. Quand dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui fait face à des difficultés, notamment dans son endettement public, l'État doit supporter ces charges supplémentaires qui sont lourdes. Est-ce que les demandes, les exigences des enseignants à l'heure actuelle ne sont pas de trop pour les finances publiques? Oui, on peut dire que ces exigences-là sont de trop, mais tout se joue dans la négociation. Vous savez, dans les grèves, tout se joue dans la négociation. Ce sont des jeux, des revendications et des points. On pose des points, le gouvernement pose aussi des pions et on avance en essayant, chacun de son côté, d'avoir des gains. Donc, les grévistes, les syndicalistes ont posé leurs pions. C'est au gouvernement, en fonction de ses ressources et en fonction de ses perspectives, de pouvoir négocier avec eux et trouver le juste milieu. Mais il ne faut pas rompre le dialogue. La mobilisation des ressources, c'est l'apanage du gouvernement, des grands économistes et de toutes les têtes pensantes que nous avons en Côte d'Ivoire. Nous avons des ressources à l'extérieur. Le président de la République sait chercher les ressources aussi, sait chercher des fonds auprès des partenaires, des bailleurs de fonds. On sait tous comment le budget est voté. On sait tous aujourd'hui comment les salaires se payent. Donc, il ne faut pas rompre le dialogue, il faut négocier avec eux. Si on ne peut pas tout payer, on peut leur dire, bon, voici la situation. Il faut leur présenter la situation. Ce sont des enseignants, ce sont des grands intellectuels. On leur présente la situation telle qu'elle est, mais quand même, il faut leur concéder des acquis. Ils vont comprendre, ils vont retourner dans les salles de classe, ils vont prendre les bouts d'écrit pour enseigner les enfants. Ils ont prêté serment pour cela. Mais quand on rompt le dialogue, quand on menace comme si ce sont des enfants, quand on leur met les bâtons derrière, on ne peut pas menacer plus de 150 000 enseignants, ça ne va pas aboutir. Comme on le dit dans notre jargon, ça va se casser. Mais qu'est-ce qui fait qu'en dépit de la volonté de certains syndicats de ne pas suivre les longs grévistes de leurs camarades, on a vu donc une rencontre la semaine dernière, quand on en parlait sur ce même plateau, de quelques syndicats qui, en face de la ministre de l'Éducation nationale, Mère Tokone, prenaient l'engagement de poursuivre les cours. Et la ministre elle-même se félicitait du fait que déjà le vendredi, il n'y avait pas eu vraiment un grand suivi du mot d'ordre lancé par les grévistes. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le week-end étant passé, on aurait pu s'attendre à ce que la journée de lundi soit beaucoup plus favorable aux attentes du gouvernement? Non, c'est le contraire. Les grévistes semblent avoir pignon sur eux. Cela ne vous surprend pas quelque part? Ça ne me surprend pas, c'est révélateur. C'est pour dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui se rangent du côté du gouvernement, qui disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette grève-là, sont minoritaires. Et parmi même les enseignants du RHDP, il y en a plein aujourd'hui qui sont parmi les manifestants. Bien que l'Union des enseignants du RHDP ait clairement montré sa volonté de se désolidariser de ce mouvement. Oui, nous avons mené des investigations aujourd'hui qui nous ont permis de comprendre que parmi les enseignants du RHDP, nombreux sont ceux aujourd'hui qui sont aux côtés des grévistes. Mais on connaît un peu les contraintes et les pesanteurs politiques et sociales en Côte d'Ivoire. Ces derniers-là ne peuvent pas s'afficher parmi les grévistes, mais ils ont leur manière quand même de se manifester et de manifester leur solidarité vis-à-vis de leurs camarades syndicalistes. Donc c'est pour dire que les militants
les militants du RHDP qui sont dans le corps enseignant sont vraiment minoritaires, mais vraiment insignifiants comparés aux grévistes qui sont aujourd'hui sur le terrain qui se manifestent. Jean-Richard Nguessan, à l'heure où nous sommes à quelques encablures des examens de fin d'année, les enfants ont des raisons légitimes de craindre pour leurs examens, les parents tout autant, peut-être même plus, et même l'État de Côte d'Ivoire pour l'image qu'il renvoie à l'extérieur. Est-ce qu'un compromis est envisageable dans les conditions actuelles, rien que pour l'intérêt supérieur de la nation? Ah oui, je pense. Lorsqu'on a lu le communiqué du ministère d'État, ministère de la fonction publique, on a eu un pincement au cœur. Mais ce matin, il y a eu comme un espoir suite à ce message du ministre Anne Ouloto qui disait que cette grève est légitime et c'est en quelque sorte une porte ouverte à la négociation. Et je pense que une lueur d'espoir qui apparaît. C'est en cela que moi je salue cette initiative, cette volonté de montrer que la porte reste ouverte. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, il faut faire preuve de, qu'est-ce que je vais dire, de compréhension, d'empathie, et surtout, il faut regarder à l'intérieur supérieur de la nation. Dans quelques semaines, ça sera les examens de fin d'année. Et vous convenez avec moi que dans la plupart des familles, on a des élèves. Je suis certain même que les professeurs, les enseignants qui font la grève, pour certains, ont des enfants en classe d'examen. D'où la nécessité de ne pas fermer la porte de la négociation. Vous savez, il y a eu une première trêve sociale il y a de cela quelques années. Et à l'issue de cette trêve sociale, il y a eu énormément d'avancées. On sait qu'il y a eu des primes qui ont, pas forcément des primes, mais des avancements qui ont été faits. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, j'estime que tel que l'a reconnu Madame la ministre, cette grève est légitime parce que, figurez-vous qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 15, voire 16 ministères qui octroient des primes à leurs employés, à leurs fonctionnaires. Donc, il est quand même assez difficile de comprendre qu'au niveau du corps enseignant, il n'y ait pas de primes. Plus de 150 000 fonctionnaires. On sait, pour avoir été élève au nord de la Côte d'Ivoire, dans une région assez reculée, dans un village assez reculé, où il n'y avait ni eau, ni électricité, accès assez difficile, mais on voit que les enseignants ont cette volonté-là de travailler. Donc, il faut, pourquoi pas pour ma part, les motiver à travers une prime, parce que en tant que père de famille, il faut mettre les enfants au même pied d'égalité. Il est assez difficile que, en tant que père de famille, vous octroyez peut-être 100 000 francs à cet enfant, 10 francs à cet enfant. Il ne comprendra pas. Donc, d'où la des événements au cours de nos prochaines émissions. Alors, venons-en donc au second sujet de cette émission. Bureau politique du PDCI RDA, Tidjane Thiam absent, mais est-il véritablement le maître du jeu? Soro Djabiga, vous étiez sur le terrain à Moussokro, où vous avez suivi de très près l'évolution des choses durant ce week-end politique très chargé au niveau du PDC-RDA. Alors, comment est-ce que vous analysez les grandes décisions prises à l'issue de ce bureau politique? Je les rappelle de façon sommaire. Date de dépôt des candidatures du 8 avril au 10 avril 2025. Et le thème, c'est « Ensemble pour la victoire du PDC-RDA en 2025 ». Enfin, la caution pour candidater donc à la présidence du parti, plutôt à la candidature à la présidentielle au nom du parti, s'élève à 30 millions de francs CFA. D'abord, je prends le thème de la convention « Ensemble ». C'est un thème qui est inclusif, c'est un thème qui est révélateur. Ensemble autour de qui? Autour du président actuel du parti, ou ensemble dans une dynamique de rassemblement beaucoup plus inclusive? Quand on envisage d'organiser une convention déjà, c'est qu'on n'a pas, on n'exclut plus personne. Une motion de soutien a été lue à l'endroit du président Thiam lors de ce bureau. C'est la démocratie qui s'est manifestée. Les membres du bureau politique présent ont manifesté leur volonté de vouloir voir le président Tidjane Thiam être candidat du parti. Mais il n'y a pas que ceux qui votent. Ce n'est pas déjà un parti pris, ça? Oui, mais celui qui ressent la volonté ou le désir ou l'ambition d'être candidat
pour pouvoir représenter le PDCI à l'élection présidentielle 2025 aura l'occasion de le faire. Mais le jeu n'est pas biaisé, à votre sens? Non, selon moi. On s'est réunis ici, on dit bon, qu'on doit élire le président, je sais pas, du comité du quartier ou quelque chose comme ça. Et déjà, le comité électif apporte son soutien à Jean-Richard Nguessan. Vous, adversaire putatif de M. Nguessan, est-ce que vous aurez le courage de dire mais je pars à un scrutin équitable? Oui, mais c'est le jeu de la démocratie. Tidjane Thiam a été élu avec plus de 96%, je ne cesse de le répéter. C'est normal qu'il soit plébiscité comme ça au bureau politique. Il n'y a rien de nouveau. Et les gens ont évoqué son absence au bureau politique. C'est un faux débat. La politique, de nos jours, nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est une question de positionnement et de stratégie. Tidjane Thiam aujourd'hui est en train d'imposer un nouveau souffle, une nouvelle stratégie au niveau du PDCI. On n'a pas besoin d'être toujours présent, on n'a pas besoin d'avoir la même mise sur l'organisation pour pouvoir la diriger. Il reste un peu derrière et il met ses lieutenants au devant. Vous voyez? Et ça marche. Aujourd'hui, Tidjane Thiam est un leader. Il n'avait pas besoin d'être présent pour qu'on lise ces motions-là, pour qu'on dise tout ce que vous avez pu entendre. Et le jeu politique est ouvert. Tous ceux qui contestent le leadership de Tidjane Thiam ou tous ceux qui désirent être candidats auront l'occasion de le faire. Ça a été fixé à 30 millions. Si Tidjane Thiam a les moyens, il va payer les 30 millions. Si un autre candidat a les moyens, il va aussi payer les 30 millions pour aller combattre Tidjane Thiam à la loyale et être candidat du parti. Jean-Richard Nguessan, on part à une convention élective à la loyale? Je dirais oui, pourquoi pas, parce que le jeu reste ouvert. Le jeu reste ouvert. Bon, je salue déjà cette initiative, ce bureau politique qui a été appelé par de nombreuses personnes. C'est vrai que ce bureau politique a été critiqué d'entrée de jeu par Jean-Louis Billon à travers un post sur différents réseaux. On aurait bien aimé voir Valérie Yapo à ce bureau politique. Malheureusement, il n'y était pas. On aurait aimé voir le président même Thiam. Il dit que ce n'était pas grave. Bon, pour ma part, j'ai été perdu par ce dossier. Par son absence. Je pense qu'avec tout ce qui se raconte, toutes les supputations, il suscite de la controverse. Sa personne suscite des passions. J'aurais bien aimé qu'il soit là. Fort malheureusement, je me pose la question, celle de savoir. Revenir justement sur son absence, puisqu'on en parlera tout à l'heure. Le thème, ensemble. Tout à l'heure, j'ai posé la question à Soro. Ensemble. Pour rappeler-moi le thème là, je ne l'ai plus vraiment. Mais quand on dit ensemble, pour la victoire du parti en 2025, est-ce que cet ensemble-là, autour de qui? Autour de Thiam? Autour du candidat qui sera désigné. Oui, autour du candidat qui sera désigné, mais quoi qu'on dise, Tidjane Thiam est celui qui incarne aujourd'hui le PDCI, quoi qu'on dise. Et ce n'est pas nouveau. Au PDCI, le président du parti a toujours été candidat du parti. Pourquoi on fait comme si c'est nouveau? C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas pipé. Pour ceux qui les dés n'étaient pas pipés hier pour Bédier. Les dés n'ont pas été pipés hier pour confronter Thiam dans les urnes. On veut donner l'impression qu'il est en train de piper les dés. Oui et non, parce que quoi qu'on dise, Tidjane Thiam a le soutien de la plupart des membres du bureau politique. Et c'est tout à moi, je n'ai pas été surpris de cette motion qui appelait à sa candidature pour les élections présidentielles. Je ne suis aucunement surpris. C'est vrai que... Justement, mais dans ces conditions, moi, Jean-Louis Billon, ou moi, une autre personnalité du parti, est-ce que je me dis, vraiment, ce n'est pas la peine? Je me retire j'estime que le contexte n'est pas favorable pour que je me présente dans des conditions loyales, parce que je vais à une convention élective où déjà ceux qui sont censés désigner le candidat ont déjà affiché leur camp, leur position. On attend de voir la posture du candidat Jean-Louis Billon, on attend de voir sa posture, mais il serait vraiment dommage que Jean-Louis Billon ne parte pas à cette convention. Je pense qu'il serait vraiment dommage. Vous touchez justement le point auquel nous sommes arrivés. Est-ce qu'il faut s'attendre à la candidature de Jean-Louis Billon? Répondez-y puisque vous avez déjà entamé... Déjà, il est dans une posture assez critique vis-à-vis du parti. Il a fait une sortie à quelques minutes du bureau politique pour dénoncer l'absence du président Thiam. Il se posait la question, qu'est-ce qui pouvait bien retenir le président Thiam hors des frontières ivoiriennes, alors que ce bureau politique était censé être son premier bureau politique. C'est fort dommage, mais je comprends aussi sa peine. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le PDCI, quoi qu'on dise, est un parti assez fort. C'est vrai que les textes
ne demande pas forcément à Tidjane Thiam d'être là. Selon l'article 81 du PDC, il Parlons peut... spécifiquement de la candidature de Jean-Luc Billon. Est-ce qu'il sera candidat? Je pense que ça... Dans tous les cas, je pense que Jean-Louis Billon est dans une posture où, quel que soit ce qui va se passer au niveau du PDC, il se prépare à être candidat aux prochaines élections. Dans sa démarche, dans ses différentes sorties, dans les meetings qu'il anime, on voit quelqu'un qui est déjà dans une posture pour les élections présidentielles d'octobre 2026. Un KKB bis en 2026. Pas forcément un KKB bis, mais c'est quelqu'un qui trace sa route, qui montre de dire, puisque une certaine volonté. S'il n'est pas investi par sa famille politique et qu'il part en indépendant, parce que vous dites que quel que soit le schéma qui se présente à lui, il devrait faire acte de candidature, ce que rien ne l'en empêche fondamentalement, même s'il n'est pas candidat au nom du PDC-RDA, c'est un KKB-bis que nous pourrions avoir en 2025. Pourquoi pas? Vous savez, Jean-Luc Billon, depuis le début de cette crise-là, a toujours bien joué son jeu, mais je vous le dis, il n'osera jamais se présenter contre Tidjane Thiam à la convention. Vous savez pourquoi? Cette conviction vous savez pourquoi? indécrottable. Vous savez pourquoi? Parce que la convention va permettre de connaître sa vraie valeur. Jusque-là, il y a un mythe qui est entretenu autour de son potentiel politique au niveau du PDCI. Parce qu'il n'a pas été vraiment jaugé, il n'est pas allé contre Tidjane Thiam au dernier bureau, au dernier congrès, comme l'a fait par exemple Yassé et autres. Mais dès que Jean-Luc Billon se lance dans cette compétition-là, il sera humilié. Parce que Jean-Luc Billon pèse quoi aujourd'hui dans la balance? Non, nous sommes en démocratie, je suis sur un plateau, je dis ce que je ressens. Je veux dire, même pour le sort qui pourrait lui être réservé, vous ne pensez pas quand même qu'il peut inquiéter Thiam dans même pas. les urnes? Quand même, Thiam a été élu à plus de 96%. S'il essaie d'aller, tout le monde connaîtra son vrai poids politique. Et là, il n'aura plus assez de force pour pouvoir contredire, pour pouvoir dire certaines choses. Aujourd'hui, il y a un mythe qui est entretenu autour de lui, parce que c'est quand même le plus gros employeur. Il a vraiment un grand nom au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais il y aura des chiffres qui seront associés à son image, à son profil, au sortir de là. Donc, il va continuer de dénoncer. À un moment, vous aurez l'impression qu'il va commencer à verser maintenant dans la victimisation et autres. Mais c'est toujours dans son jeu. Mais commettre l'erreur d'aller à cette élection-là, ça serait de se tuer politiquement. La vraie problématique qui demeure et dont on ne parle pas vraiment donc à l'issue de ce bureau politique, si M. Billon décide, ou tout autre candidat, bon parlons de M. Billon particulièrement, puisque c'est de lui qu'il s'agit, de se lancer à la candidature face à Tidjane Thiam, cela reviendrait pour lui à reconnaître la légalité de M. Thiam et donc du bureau politique, puisqu'on a Valérie Yapo qui estime que même le bureau politique qui vient de se tenir est illégal. Bon, certains dénoncent des accointances entre Mme Yapo et Jean-Luc Billon. Jean-Luc Billon qui va, est-ce que cela désarme quelque part Valérie Yapo? Moi, j'espère que dans tous les cas, qu'au niveau du PDCI, les uns et les autres réussiront à colmater les brèches de la division, parce que on espère voir un PDCI assez fort face à un pouvoir RHDP qui assise sur l'échiquier depuis plus de 15 ans sur l'échiquier national. Et c'est fort dommage, ces guéguerres qu'on observe entre le président Thiam, le président Billon. N'empêche que ces deux personnalités sont des personnalités de qualité et de choix pour le PDC-RDA. On sait ce que Billon a apporté au PDC-RDA. Il a été candidat dans la partie septentrionale du pays. On sait qu'il a réussi là où certains ont échoué dans cette partie de la Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui incarne une fidélité politique, même si à un certain moment, certains estiment qu'il a essayé de regarder du côté de l'adversaire. Mais n'empêche que c'est quelqu'un qui a témoigné depuis toujours de la fidélité au PDC-RDA. Donc moi, j'espère qu'au niveau du PDCI, les sages, le comité de sages, aura assez de sagesse pour parler à Jean-Louis Billon, pour parler au président Thiam, afin que ces deux personnalités-là puissent se mettre ensemble pour le bonheur du parti. Alors je sens que vous brûlez donc d'envie de consommer l'actualité. Je vais vous donc servir un autre sujet très croustillant, celui de la liste électorale provisoire 2025. Est-ce que l'on s'achemine vers une impasse? Soro Djabiga, l'opposition détecte 6,2 millions de cas d'irrégularité sur cette liste que nous a proposée la CEI il y a de cela quelques semaines. Quel est votre commentaire sur cette défaillance? Le risque d'impact est réel. Chaque échéance électorale en Côte d'Ivoire, ce sont les mêmes choses qui reviennent. Et là, tout récemment,
il y a Apollos Dante, qui est un cadre du FPI, qui a fait une très belle analyse là-dessus. Nous aurons l'occasion d'écouter tout à l'heure. Merci. Voilà pourquoi la classe politique, notamment l'opposition, a toujours demandé d'auditer le fichier électoral. Je pense que ça y va aussi de la crédibilité de l'instance qui organise l'élection et ça va aussi apaiser le climat politique. Parce que ce qu'Apollos Dante a dit est réel. Jusque-là, personne n'est venu contredire. Il a parlé avec des chiffres, il a été plus ou moins convaincant. Et cela commence depuis en 2000, où il y a des requérants qui sont sur le fichier électoral, dont le nom et la date de naissance des parents n'est pas vraiment connu, n'est pas vraiment vérifié. Et ces personnes-là ont été reportées encore en 2015 sur le fichier électoral. Et là, en 2021-2022, on constate qu'il y a eu des modifications sur les filiations. C'est douteux. Quand on constate des irrégularités comme ça, des choses qui sont douteuses, il faut aller à l'audit du fichier. Il faut épurer le fichier électoral. Jean-Richard Nguessan, est-ce que 6,2 millions de cas d'irrégularité, ça vous inquiète personnellement? Ah oui, c'est énorme. Cela dit, on remettrait en cause même les élections présidentielles des années 2010, 2000. Si sur une liste de plus de 8 millions de personnes, s'il y a 6 millions d'irrégularités, c'est qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il faut reprendre totalement le processus électoral? Je ne crois pas. On est à 6 mois des élections. Est-ce que cela est faisable? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les propositions à faire? On a 6 mois d'une élection assez importante, assez délicate, où les positions se braquent, où on sent une sorte de tension sociale. Moi, je me pose des questions. Est-ce que la CEI va prêter une oreille attentive à tout ce qui se raconte? Moi, je pense qu'il faut véritablement auditer cette liste. C'est vrai qu'on parle beaucoup de spéculation de l'opposition, mais afin que tout le monde puisse entrer dans une bonne dynamique, on puisse en fait taire les divergences, c'est bien d'auditer cette liste et puis on va de l'avant. Alors vous avez évoqué tout à l'heure Apollos Dante, qui est vice-président du FPI, chargé de l'économie internationale et des politiques d'intégration. Il nous a fait l'amitié de participer donc à cette émission pour éclairer nos téléspectateurs. Il va nous dire justement les anomalies qu'il a pu constater sur cette liste électorale et pourquoi est-ce que cela est important de l'auditer, de la nettoyer avant d'aller à ces élections. Alors, les anomalies que nous avons constatées sur la liste électorale, il y a d'abord la violation de l'article 7, l'article 7 qui donne les critères d'identification de l'électeur. Et il y a 70% d'électeurs, donc soit plus de 6 millions sur la liste électorale, qui sont en porte-à-faux avec cet article. Alors, est-ce que c'est important? Oui, parce qu'évidemment, un électeur doit être identifié afin que la démocratie puisse fonctionner. On parle de transparence. Donc, quand les électeurs ne sont pas clairement identifiés, vous comprenez avec moi que c'est un problème. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que cela figure dans le code électoral. Et ce n'est pas du tout facultatif, ce sont des conditions cumulatives. Sinon, si c'était au choix, alors on serait dans une situation où quelqu'un va choisir donc de se présenter sur la liste électorale sans nom, sans prénom, sans photo, sans empreinte digitale. C'est impossible. Donc c'est clairement que toutes ces conditions sont, c'est un ensemble, elles sont cumulatives. Et donc là, le nombre de personnes en violation de cet article-là est énorme. Alors nous sommes conscients que la situation n'est pas nouvelle en tant que telle en 2024. Elle provient depuis 2010. Mais ce que nous disons, c'est que la situation s'est empirée. Voilà, elle s'est aggravée. On va dire sur les 6 millions présentement en violation de l'article 7, il y a moitié-moitié, il y a environ 3 millions qui viennent de 2010 et il y a 3 millions qui ont été enregistrés après 2010. Alors on ne comprend pas qu'après 2010, on continue d'enregistrer des gens au rabais, avec une identification au rabais. Cela est totalement contraire d'abord à toute logique et cela viole l'article 7 du code électoral. Alors pour nous, il faut que cette situation-là soit mise sur la table de discussion et que quelque chose soit fait avant qu'on aille à l'élection. Voilà. Et donc, nous ne sommes pas convaincus que la CEI prenne ce problème-là au sérieux. Sinon, elle aurait au moins accordé de l'importance au résultat donc, de nos travaux que nous avons essayé de lui remettre et qu'elle a mis beaucoup d'embûches sur notre chemin. Mais nous sommes quand même parvenus
a fait enregistrer certaines de ces anomalies dans les régions, dans les CEL, et donc nous espérons que la CEI va les analyser et va nous appeler pour qu'on déroule encore plus de détails de ce que nous avons cherché et trouvé. Soro Djabiga, quand on écoute Apollos Dante donc développer tous ces points qui sont quand même critiques, il faut le dire, il semble que cette question de la liste électorale telle qu'elle se présente aujourd'hui préoccupe énormément l'opposition, et en partie, enfin tous les partis, mais puisque là nous avons échangé avec le vice-président du Fonds populaire ivoirien, version Pascal Affinguesson, tendance Pascal Affinguesson, il semble que véritablement l'inquiétude soit très forte et qu'on se dise dans le camp de l'opposition, notamment de la CAPSI, puisque le FPI en fait partie, une coalition qui est chapeautée par le PDC-RDA de Tidjane Thiam, qu'aller à des élections dans ces conditions, c'est signer un pacte avec, le pourrissement de la situation. Dans cette situation où nous sommes aujourd'hui, c'est inquiétant et ça dépeint les risques que la population court, que la Côte d'Ivoire court pour l'élection de 2025. L'opposition crie à la manipulation pendant que le gouvernement, le pouvoir en place, défend la régularité du système électoral. Sans consensus sur le fichier électoral, il n'y aura pas d'élection apaisée, il n'y aura pas d'élection crédible. Et là, nous courons tout droit vers une crise. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que le gouvernement prenne conscience des dangers que nous courons et qu'on rejette un regard rétrospectif sur ce que nous avons vécu en 2010 pour pouvoir vraiment apaiser la situation. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition est formelle. Quand on prend le cas des cadres du PPAC, que ce soit l'ex-ministre Kone Katina, que ce soit l'ex-ministre Danon Didier et autres, ils disent et ils sont fermes, la candidature de Laurent Gbagbo à l'élection de 2025 est non négociable. De son côté, le PDCI maintient fermement sa position par rapport à la candidature du président Tidjane Thiam, alors qu'on entend dans les coulisses qu'il va être retiré, parce que là ce soir, nous avons appris qu'il y a eu 150 recours qui ont été posés contre lui, des citoyens ivoiriens qui demandent son retrait de la liste électorale, parce que selon eux, il aurait fraudé pour être sur le fichier électoral. Si Tidjane Thiam est retiré à cause de ces recours-là, ça va porter encore un discrédit sur la CEI, parce qu'on dit qu'il a fraudé pour être sur le fichier électoral. S'il a fraudé, c'est que la CEI a manqué de professionnalisme. Il y a tout ça, il y a tous ces problèmes-là. Alors que quand j'ai parlé de consensus, le consensus implique beaucoup de décisions, beaucoup d'arrangements, beaucoup de managements pour pouvoir aboutir à une solution paisible qui arrangerait tout le monde. Jean-Charles Guesson, est-ce qu'une révision de la liste électorale s'impose pour aller à des élections apaisées, pour que les Ivoiriens puissent se dire en octobre prochain, on ira aux urnes, l'esprit convaincu que nos votes seront d'abord avec une liste propre, ensuite que nos votes seront respectés? Moi, je pense pour ma part que les revendications sont légitimes. Et pour ma part, je pense qu'on doit procéder à une analyse assez poussée de cette liste électorale. Mais je me pose toutefois des questions. Quand on met en doute la présence de plus de 6 millions de personnes, c'est quand même énorme. Et ces différentes personnes ont participé aux élections de 2010, de 2015, de 2020. Il y a eu un consensus. Et sur la base d'un consensus, ces personnes ont participé aux différentes élections. Pourquoi aujourd'hui on veut retirer ces différentes personnes de la liste? Je me pose une question. Non, si on retire il y a eu une modification au niveau de leur situation. Sinon, on n'a pas de moyen de les retirer. On constate des irrégularités qui semblent évidentes. Certes, il y a des irrégularités. C'est pourquoi j'appelle à la CEI. La CEI doit lever toute suspicion. La CEI doit avoir une oreille assez attentive. La CEI doit rassurer. Ce qu'il faut faire, c'est de réunir les partis pour aller au consensus. C'est vrai qu'aujourd'hui, à 6 mois faire des concessions peut-être du genre, à 6 mois on ne procède pas à une nouvelle révision de liste électorale, mais dans le même temps, on permet à... Bon, après, cela relève aussi du politique. On permet à telle personne de figurer sur la liste. Est-ce que cela résout le problème? Parce que le fond du problème, c'est le fichier électoral. Parce qu'après aussi, il faut de part et d'autre de la sagesse. Et aussi mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Voilà, parce que c'est vrai que j'observe l'opposition qui fustige la CEI. L'opposition aussi gagnerait à faire aussi des concessions, parce que depuis, cette liste a été utilisée pour les élections qui
les différentes élections de 2023, de 2020, de 2015 et de... Les irrégularités qui ont été observées en 2023 ont été reconduites encore cette année. Donc il y a un problème. Alors, certains cadres de l'opposition, notamment du camp du FPI, avec le vice-président Kwakoukra, ou encore du côté du COGEP, aussi avec Patrice Araka, n'écartent pas la possibilité de proposer, si besoin s'en faisait sentir, le report de la présidentielle de quelques mois, justement pour procéder à des réaménagements techniques. Qu'est-ce qu'en pense Apollos Dante? Il nous donne sa réponse sur ce sujet qui, ma foi, est extrêmement sensible et déterminant peut-être pour aller à des élections sincères. Alors, est-ce que cela ne va pas compromettre le calendrier électoral? Est-ce que cela ne va pas déboucher sur le report des élections? Écoutez, nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas à ce niveau. Nous ne sommes pas à ce niveau. Nous avons soulevé des problèmes liés à la liste électorale qui nous a été remise et la CEI nous a demandé de faire nos analyses et lui apporter nos observations. C'est ce que nous avons fait. Et donc, si cela nécessite un dialogue national, oui, nous souhaitons cela d'ailleurs. Alors, on ne peut pas anticiper déjà sur les conclusions de ce que cela pourrait donner. Mais pour nous, le plus important, c'est qu'on ait une liste électorale transparente, une liste électorale qui respecte la loi, une liste électorale où les électeurs sont identifiés, qu'on sache qui vote et non des encagoulés qui vont voter une élection si importante. Voilà, donc nous n'entrons pas dans le débat maintenant de est-ce qu'il faut reporter, il ne faut pas reporter. Non, nous pensons que ça, c'est pas du ressort d'un parti, comme le Front populaire ivoirien de le dire maintenant. Voilà, si la discussion arrive en son temps, on pourra avoir un avis à donner, mais pour l'instant, non, nous n'avons aucun avis à donner, étant donné que ça, ce sont des questions qui relèvent de la compétence du gouvernement. Alors, donc, nous souhaitons tout simplement un débat national sur la question de la liste électorale de notre pays. Cette liste électorale que nous avons présentement, elle n'est pas digne de la Côte d'Ivoire, elle ne peut pas garantir des élections transparentes parce qu'elle-même n'est pas transparente. Et donc, au-delà même de l'article 7, il y a beaucoup d'autres cas de doublons sur la liste. Et il y a près de 200 000 doublons, il faut les nettoyer. Et en plus de ça, je ne vous parle même pas encore des pères et des mères qui ont des progénitures mais irrationnelles. Toutes choses qui nécessitent vraiment qu'on regarde cette liste électorale de près. Est-ce qu'elle est encore valable? Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on soit honnête avec nous-mêmes pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays trop avancé pour avoir une telle liste électorale vraiment folklorique. Alors, une liste électorale sincère, assainie, au risque de voir les élections être reportées, Jean-Richard Nguessan, ou des élections à tout prix? Moi, je pense que certes, il y a des incohérences sur cette liste au regard de l'article 5 du Code électoral, mais parler de report, je ne crois pas. Parler de report, je ne crois pas. Je pense que l'opposition gagnerait à mettre tout de son côté pour aller à ces élections. Tout reste possible, c'est vrai. Je pense que l'opposition... Quelles que soient les conditions dans lesquelles on y va respecter la date d'octobre 2025. Forcément. C'est votre position. Forcément. Soro Diabiga? Moi, je pense que ce qui compte, ce n'est pas forcément respecter le calendrier constitutionnel qui a été fixé, mais c'est de préserver la paix, c'est de préserver la sécurité des Ivoiriens. Et quand j'ai parlé de consensus tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a plusieurs lignes qui rentrent en compte dans le consensus. Je n'ai pas précisé. Mais personnellement, moi, je vois le report de l'élection. Et ça a toujours été mon avis parce que je pense que la CEI n'est pas prête pour organiser des élections apaisées qui rassurent l'opposition. Et là, pour pouvoir aboutir à ce niveau-là, il faut forcément un dialogue inclusif, réunir toutes les parties, discuter. Ce qui est important, c'est l'intérêt de la nation. Je l'ai déjà dit sur ce plateau-là. Être Ivoirien, c'est d'abord aimer la Côte d'Ivoire. Quand on aime la Côte d'Ivoire, on crée les conditions pour que les Ivoiriens vivent bien, pour que la Côte d'Ivoire se porte mieux. Tous les Ivoiriens aujourd'hui, dans les consciences collectives, savent que si on va aux élections avec cette liste-là, ça va envoyer la bagarre. Mais pourquoi s'entêter pour le faire? C'est pas normal. Vous savez que très souvent, la liste électorale a été attaquée, critiquée, même sur le pouvoir Laurent Gbagbo. La commission électorale a toujours été fustigée. Était dirigée par l'opposition. Donc, je pense qu'on gagnerait
à essayer de mettre, comme le dirait l'autre, un peu d'eau dans le Niamankoudji et puis essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire. Ça ne serait pas faire peut-être trop de concessions de la part du pouvoir. Je suppose, je m'aventure, l'opposition réclame la réintégration sur la liste électorale de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro, de Charles Blé Goudé et le maintien de Tidjane Thiam sur cette même liste, là où vous l'avez souligné tout à l'heure. Oui, j'en viens, 150 personnes contestent sa présence sur cette liste-là. Dans le même temps, la même opposition aussi réclame l'audit du fichier électoral. Si le pouvoir venait à satisfaire à toutes ces revendications, est-ce que ça ne serait pas fait trop de concessions et l'opposition au retour donne quoi? Moi, je pense que tout reste possible. La Côte d'Ivoire est un pays de dialogue depuis bien longtemps. On sait qu'on est passé par plusieurs crises. Je pense que, comme je tiens à le rappeler très souvent, la CEI gagnerait à avoir une oreille assez attentive. Quand on regarde de plus près, on sait que cette liste électorale, il y a des choses qui posent problème. Et on gagnerait, pourquoi pas, à écouter l'opposition et puis pourquoi pas, on irait à des élections assez paisibles. Soro Djabiga, quelle concession de la part de l'opposition, si éventuellement, mais le pouvoir se disait, on va se pencher sur la question de la liste électorale qui vous tient tant à cœur, mais de l'autre côté, vous avez aussi des préoccupations qui sont tout aussi sensibles et qui ne pourront pas toutes être satisfaites. Donc, quelle concession peut-on attendre de l'opposition? C'est d'être de vrais citoyens. Un citoyen, c'est lui qui respecte les lois de son pays. L'opposition n'a pas les manettes aujourd'hui pour pouvoir exercer un chantage ou une pression sur le pouvoir. Soyons réalistes et disons-nous la vérité. L'opposition aujourd'hui est dans une démarche de négociation et l'opposition a plusieurs fois employé cette démarche-là. Mais l'opposition aussi est très souvent dans une posture de dénonciation. Oui, mais Dénonciation. Vous savez, dans toutes les nations, l'opposition joue son rôle. En dénonçant, l'opposition permet aussi au régime qui dirige de pouvoir être vraiment sur la ligne droite. L'opposition joue vraiment un rôle. Cette opposition est un peu trop rigide et disciplinée. Je trouve que l'opposition en place aujourd'hui est disciplinée, il faut le dire. Qu'est-ce qui la diffère de l'opposition d'antan? Non, je n'ai pas envie de revenir en arrière, mais je trouve que l'opposition est disciplinée. L'opposition respecte les règles. Quand on leur demande de ne pas manifester, elle ne manifeste pas. Quand la loi leur permet de manifester, ils manifestent. Il faut l'observer aujourd'hui, il faut avoir vraiment l'honnêteté de le dire. Et l'opposition aujourd'hui demande un certain nombre de choses. L'intégration de Laurent Gbagbo sur la liste, de Charles Blé Goudé, de Guillaume Soro, le maintien de Tidjane Thiam, l'audit du fichier électoral. Ce n'est pas trop demandé. Aucun sacrifice n'est de trop pour pouvoir aboutir à la paix, pour pouvoir préserver la paix. C'est peut-être forcer quand même la main au chef de l'État, non? Mais le chef de l'État, il aime la Côte d'Ivoire, il ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit embrasée. L'opposition gagnera aussi à se préparer à toutes les éventualités. Quelle éventualité, par exemple? Toutes les éventualités, au cas où... Violer les droits des gens, les retirer de la liste électorale. Changer de champion, pourquoi pas? Il faut s'attendre à toutes les éventualités. Pourquoi voulez-vous qu'on accepte la violation de leurs droits? On l'a vu au Sénégal. Il y avait une situation qui prévalait. Il y a eu un changement de posture. Les deux partis au Sénégal, mais dans le même temps, là c'était le PASTEF là. Mais là en Côte d'Ivoire, la même situation s'étend à plusieurs partis et les principales formations d'opposition. Le PDCRDA aujourd'hui est sur la sellette. Pareil pour le PPACI de Laurent Gbagbo, le COGEP de Guillaume Soro et le mouvement GPS, pardon, le COGEP de Charles Blé Goudé et le mouvement GPS, même si officiellement dissous, de Guillaume Soro. Quand même 4 personnalités qui sont dans la même situation que Ousmane Sonko au Sénégal. Ah oui, moi j'espère. Est-ce que toutes ces 4 formations politiques-là vont se dire d'accord pour la paix, on change de pièce maîtresse et on va mettre des seconds couteaux qui n'ont pas forcément des chances de nous représenter valablement dans les urnes? Moi, j'espère qu'avant les élections de octobre 2025, il y aura, pourquoi pas, un dialogue politique. Et j'espère que, tout comme moi, plusieurs Ivoiriens l'appellent de leur vœu. Parce que ce que nous souhaitons, nous avons vécu tellement de crises. On se rappelle de la crise post-électorale de 2010. Et je pense qu'on ne souhaiterait pas retomber dans les mêmes travers. Donc, on espère véritablement qu'il y aura, pourquoi pas, des conciliations, des ententes de part et d'autre pour avancer allègrement vers des élections, comme j'aime à le dire, assez paisibles. Soro Djabiga, votre mot de fin? Bon, moi, je crois à la démocratie, je crois au patriotisme du président de la République et je pense qu'il va vraiment accorder une oreille attentive à l'opposition afin qu'on aboutisse à des élections apaisées. Vous êtes enfin
confiant, optimiste. Je crois. Pour cette fois. Ouais. C'est comme une première de votre part. Oui, mais vous savez, les choses sont dynamiques. Jean-Richard. Vous savez, la Côte d'Ivoire a traversé bien de situations, bien de crises. On sait de là où la Côte d'Ivoire vient, on gagnerait pourquoi pas à s'asseoir autour d'une table, de dialoguer et puis de voir quels sont les problèmes qu'il faut résoudre pour le bonheur des Ivoiriens. Voilà, chers messieurs, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci à vous, Soro Djabiga. Merci à vous, Jean-Richard Nguessan, monsieur Conciliation de ce plateau. Soro Djabiga, qui est toujours très percutant dans ses prises de position. On va se dire au revoir et on se retrouve demain pour développer d'autres sujets d'actualité. Peut-être les mêmes, qu'on va reconduire en partie. Tout dépend de l'évolution des choses. D'ici là, portez-vous bien. On se dit au revoir et à demain, même heure, 19h45. On n'oublie pas également de vous rappeler que vous pouvez donc participer à notre émission en envoyant des messages WhatsApp, comme vous l'avez déjà fait d'ailleurs, au numéro qui s'affiche sur votre écran. Je vais le lire, le plus 225 01 51 28 66 98. Voilà, retenez le numéro et envoyez-nous des messages WhatsApp pour qu'on les lise à l'antenne. Ainsi, donnez vos avis sur les différents sujets qui sont égrenés pendant que nous sommes en plein débat. Au revoir.